Ma sœur a couché avec mon petit ami, est tombée enceinte, et maintenant mes parents veulent que je leur cède mon héritage. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que j'allais faire ensuite. J'ai 24 ans aujourd'hui, mais toute cette histoire a commencé il y a quelques années. À l'époque, j'étais en couple avec un garçon que j'avais rencontré à la fac à Lyon. On va l'appeler Julien. On s'est très vite entendu. Il semblait gentil, attentionné, et on avait beaucoup en commun. Au début, tout allait bien. J'étais complètement amoureuse de lui et je pensais vraiment que c'était l'homme que j'allais épouser un jour. Alors, naturellement, après environ 1 an de relation, j'ai décidé qu'il était temps de le présenter à ma famille. La mienne est plutôt traditionnelle, avec des valeurs très ancrées sur les relations, le mariage et le respect des convenances. Quand ils ont rencontré Julien, mes parents n'ont pas été méchants, mais je voyais bien qu'ils ne l'appréciaient pas vraiment. Ils ne disaient rien, mais leur regard était clair. Tu es sûr de ton choix ? J'ai essayé de ne pas y prêter attention, pensant qu'ils finiraient par l'accepter. Par contre, mes sœurs, elles, l'adoraient. Camille, ma sœur cadette qui avait 22 ans à l'époque, et Emma, qui en avait seulement 11, s'entendaient très bien avec lui. Ça me rendait heureuse, parce que la vie de la famille, même partielle, compte. Camille en particulier semblait adorer passer du temps avec lui. On plaisantait même en disant qu'elle me volait mon petit ami. Quant à Emma, elle le trouvait génial, mais c'est encore une enfant donc ça ne me dérangeait pas. Julien et moi ne vivions pas ensemble, parce que dans notre famille, tant qu'on n'est pas mariés, ça ne se fait pas. On travaillait dans des villes différentes, moi à Lille, lui à Nancy, et on se retrouvait quand on pouvait. Mais pour moi, notre relation était solide. Je lui faisais totalement confiance. Pourquoi pas ? Il était gentil, et il s'entendait bien avec les personnes les plus proches de moi. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner ? 3 mois après qu'il ait rencontré ma famille, tout a basculé. J'étais chez lui pour le week-end. On avait passé une journée tranquille, on avait mangé un bout, regardé un film. Rien d'inhabituel. Il est parti prendre une douche, et son téléphone s'est mis à vibrer. D'habitude, je ne regarde jamais le téléphone de mon partenaire. Je crois sincèrement que si on fait confiance à quelqu'un, on ne doit pas avoir à fouiller. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Son téléphone vibrait sans arrêt, et je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai pris en main. Peut-être qu'au fond de moi, je savais déjà. J'ai déverrouillé l'écran et vu un message de Camille. Sur le moment, je n'ai pas réagi. C'était ma sœur, après tout. Mais en ouvrant la conversation, j'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. Les messages n'étaient pas normaux. Ils étaient clairement coquins. Des phrases du genre « on se retrouve ce soir » avec des sous-entendus. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma sœur et mon copain. J'ai remonté la conversation. C'était encore pire. Des mois de messages. Des textos envoyés en pleine nuit. Des blagues privées dont je ne savais rien. Et même des rendez-vous secrets. J'ai eu envie de vomir. Depuis combien de temps ça durait ? La personne en qui j'avais le plus confiance. Ma propre sœur. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais plus à réfléchir, mais je savais que j'avais besoin de preuves. J'ai pris des captures d'écran de toute la conversation et me les suis envoyées. Puis je suis partie sans dire un mot. Je n'ai pas attendu qu'il sorte de la douche. Je ne lui ai pas laissé la moindre chance de s'expliquer ou de me mentir. J'ai juste pris mes affaires et quitté l'appartement. À peine rentré chez moi, mon téléphone s'est mis à sonner. Appel, message. Julien avait compris que j'étais partie. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais même pas regarder l'écran sans être envahie par la rage. Finalement, j'ai envoyé les captures d'écran à notre groupe d'amis sur WhatsApp, puis je l'ai bloqué. Je me fichais complètement des conséquences. J'étais à bout. Plus de place pour les mensonges. Mais le plus dur, ce n'était pas Julien. C'était Camille. Sa trahison, à elle, c'était 1000 fois plus douloureux. Ce n'était pas juste ma sœur. On avait grandi comme 2 meilleures amies. Avec des parents souvent absents et centrés sur eux-mêmes, Camille et moi, on s'était toujours soutenus. On n'avait que 2 ans d'écart. On était inséparables. Du moins, je le croyais. Le lendemain matin, je n'en pouvais plus. J'ai fait ma valise et j'ai pris un billet pour rentrer à Dijon. J'étais prête à faire un scandale. Ce n'était pas juste une dispute. C'était comme si mon monde entier s'effondrait. Quand je suis entrée dans la maison familiale,
Camille était là, tranquillement assise à la table de la cuisine, en train de faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. J'ai balancé les captures d'écran devant elle, sous les yeux de nos parents. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle a regardé les messages, haussé les épaules, et a dit « Oui, je l'ai fait ». Et alors ? J'avais envie d'exploser. Comment pouvait-elle agir comme si ce n'était rien ? Comme si elle n'avait pas détruit notre lien à jamais ? Ma mère a craqué. Elle a giflé Camille. Je ne l'avais jamais vue faire ça. Mon père était furieux lui aussi. Il s'est mis à hurler et lui a ordonné de quitter la maison. Il lui a donné 1 semaine pour partir. Et moi, je pensais que c'était la fin de ce cauchemar. Mais 2 jours plus tard, Camille a lâché une autre bombe, elle était enceinte de Julien. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. En quelques jours, tout était passé de catastrophique à carrément irréel. Mes parents, qui étaient furieux contre elle, se sont soudain attendris. Ils n'arrivaient pas à rester fâchés en sachant qu'elle attendait un enfant. Et comme par magie, toute la dynamique a changé. On aurait dit que Camille était désormais intouchable, simplement parce qu'elle allait avoir un bébé. Mes parents ont commencé à dire qu'ils ne pouvaient pas l'abandonner, qu'ils devaient la soutenir, peu importe ce qu'elle avait fait. C'est là que j'ai craqué. Je leur ai tout balancé. À quel point ils l'encourageaient dans ses actes, à quel point cette situation était complètement folle. Ils ont essayé de me dire de me calmer, que je réagissais de manière excessive. Mais j'en pouvais plus. J'ai rassemblé mes affaires, je leur ai dit de ne plus jamais me recontacter, et je suis partie. La seule que je n'ai pas bloquée, c'était Emma. Elle n'est qu'une enfant, et je ne voulais pas la couper aussi. 2 semaines plus tard, ma mère a réussi à avoir un nouveau numéro et m'a envoyé une invitation de mariage. Julien et Camille allaient se marier. Et ma mère a eu le culot de me dire que je devais venir, pour l'unité familiale ou je ne sais quelle autre bêtise. Je lui ai dit de me laisser tranquille, puis je l'ai bloqué de nouveau. C'est comme ça que tout a commencé. Je croyais que le pire était derrière moi, mais je ne savais pas encore que le vrai chaos ne faisait que commencer. Après tout ce qui s'était passé avec Camille, mon ex et mes parents, je pensais que couper les ponts allait m'apporter un peu de paix. Mais la vie en avait décidé autrement. Je ne parlais plus à personne, sauf Emma, et j'essayais juste d'avancer, de reconstruire quelque chose. Mais bien sûr, quand on a une famille comme la mienne, les choses ne se passent jamais aussi simplement. Environ 2 mois après avoir coupé contact avec eux, j'ai commencé à entendre des choses par le biais de connaissances. Une cousine avec qui je gardais contact m'a parlé d'une fête prénatale pour Camille, organisée par mes parents. Apparemment, ils avaient invité énormément de monde, comme si c'était un événement énorme. Au début, je n'étais même pas surprise. Je m'étais dit qu'ils allaient forcément faire tout un cirque autour d'elle, vu qu'ils agissaient comme si Camille était la pauvre victime de l'histoire. Mais ce que ma cousine m'a dit ensuite m'a vraiment mise hors de moi. Elle m'a raconté qu'ils avaient commencé à dire aux gens que c'était moi qui avais abandonné la famille, et que Camille, elle, était la fille modèle qui essayait de maintenir les liens familiaux. Sérieusement ? Après tout ce qu'elle avait fait, elle devenait maintenant l'héroïne de cette histoire ? J'étais furieuse. J'avais envie d'appeler ma mère et de tout lui balancer. Mais je savais que ça ne servirait à rien. Je me suis tue. J'ai essayé de garder la tête froide. Mais à l'intérieur, j'étais en feu. Leur culot, de retourner toute la situation comme si c'était moi le problème. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'Emma. Elle me donnait juste quelques nouvelles, sur ce qui se passait à la maison. Mais elle a aussi lâché une info pour laquelle je n'étais pas préparée. Apparemment, ma mère racontait à tout le monde que je devais me marier rapidement. Pas parce que ça m'aurait rendue heureuse, non, juste pour éviter les ragots. Elle ne supportait pas que Camille, la petite sœur, se marie et ait un enfant avant moi. Comme si j'étais en compétition avec elle. Alors que je ne leur avais même pas parlé depuis des mois, ils étaient là, à s'inquiéter de mon image. C'était ridicule. Mais c'est exactement comme ça que fonctionnait l'esprit de ma mère. Tout tournait autour des apparences. Elle ne se souciait pas de ce que Camille m'avait fait. Non, ce qui comptait pour elle, c'était ce que les autres allaient penser. Je ne vivais pas selon son calendrier, et ça, c'était devenu un véritable scandale. Oui, ça m'a mise en colère. Mais au fond, c'est surtout de la tristesse que j'ai ressentie. J'avais l'impression que quoi que je fasse, ça ne suffirait jamais pour eux.
Même en coupant les ponts, ils trouvaient encore le moyen de contrôler le récit, de faire passer leur version où j'étais toujours la méchante. Ensuite, le mariage de Camille a eu lieu. Évidemment, je n'y suis pas allée. Mais j'en ai entendu parler par ma cousine. Apparemment, c'était une grande cérémonie, très chic. Mes parents n'avaient pas lésiné sur les moyens. Même si Camille n'était enceinte que de quelques mois, ils ont tout fait pour étouffer le scandale. Ils ont raconté à tout le monde qu'ils voulaient juste faire les choses dans les règles pour que le bébé ne naisse pas hors mariage. Ma cousine m'a dit qu'ils avaient même expliqué mon absence en disant que j'étais retenue par le travail. Bien sûr. Mais ce qui m'a vraiment blessée, ce n'était pas seulement qu'ils mentaient pour sauver la face. C'était qu'ils faisaient toujours semblant que tout allait bien. Comme s'ils ne pouvaient même pas reconnaître que leur famille s'effondrait. Ils n'étaient pas capables d'assumer ce qui se passait réellement. À la place, ils montaient un spectacle pour les autres. J'étais définitivement coupée d'eux à ce moment-là. Mais tout ça, même raconté à distance, ça faisait encore mal. C'était comme s'ils m'effaçaient peu à peu du récit familial. Quoi qu'il en soit, le temps a passé. J'ai essayé d'avancer. Je me suis plongée dans le travail, et j'ai tout donné pour construire ma propre vie. Pendant un moment, les choses sont restées calmes. Je n'entendais plus grand-chose de ma famille et je me suis dit qu'ils m'avaient peut-être enfin laissé tranquille. Mais bien sûr, dans ma famille, ça ne marche jamais comme ça. Un soir, j'ai reçu un appel d'Emma. Il était tard et j'étais sur le point d'aller me coucher, mais la sonnerie du téléphone m'a donné un mauvais pressentiment. Quand j'ai décroché, Emma pleurait, elle avait du mal à aligner 2 mots. Finalement, elle a réussi à me dire que notre père était décédé. J'étais sous le choc. Je n'avais jamais eu une relation très proche avec lui, mais malgré tout, c'était mon père. Ce qui m'a vraiment mise en colère, c'est que c'était Emma qui avait dû m'appeler. Ma mère, elle, ne s'était même pas donné la peine de le faire. Je n'avais pas eu la moindre nouvelle de sa part. Emma m'a expliqué que papa était malade depuis un moment, mais qu'ils avaient décidé de ne pas me le dire. Ma mère avait choisi de me cacher la vérité pour, soi-disant, ne pas me stresser. Tu te rends compte ? Mon propre père était malade, et ils ont estimé que je n'avais pas le droit de le savoir. Le lendemain matin, j'ai réservé un vol pour rentrer. Je me fichais bien du drame familial, je voulais juste être là pour Emma. Quand je suis arrivée à la maison familiale, j'ai eu l'impression de marcher en plein champ de bataille. Ma mère et Camille étaient là, et la première chose qu'elles ont faite en me voyant, c'était de se mettre à hurler. Elles m'ont accusée d'être revenue uniquement pour l'argent, comme si c'était la seule raison pour laquelle j'aurais voulu être là. Camille était particulièrement odieuse, me traitant d'égoïste, disant que je les avais abandonnées au moment où elles avaient le plus besoin de moi. Je n'ai même pas eu l'occasion de faire mon deuil. Tout le monde était tellement concentré sur l'héritage, sur qui allait recevoir quoi, qu'on parlait à peine de papa. C'était esséurant. Et comme si ce n'était pas déjà assez horrible, quand le testament a été lu, tout a explosé. Il s'est avéré que papa m'avait laissé la plus grande part de ses biens. J'étais stupéfaite. Je ne m'attendais à rien de sa part, surtout après tout ce qui s'était passé. Mais c'était bien écrit noir sur blanc. J'ai reçu 40%, Emma 30%, ma mère 20% et Camille seulement 10%. On pourrait croire que j'ai ressenti un soulagement, une sorte de justice rendue, mais honnêtement, ça n'a fait qu'empirer les choses. Camille et son mari ont complètement perdu la tête. Ils ont commencé à exiger que je renonce à ma part, disant que je ne la méritais pas, que Camille en avait plus besoin à cause de son enfant. Ils ont même menacé de m'emmener en justice. Je savais très bien qu'ils n'avaient aucun fondement légal, mais le simple fait qu'ils soient prêts à aller aussi loin montrait à quel point ils étaient avides. Tout tournait autour de l'argent pour eux. Ils se fichaient de la famille, du respect, de la mémoire de mon père. Ils voulaient juste récupérer ce qu'ils pouvaient. Je leur ai dit que je ne céderais rien, et c'est là que les choses sont devenues vraiment tendues. Le mari de Camille a commencé à me menacer, disant que je le regretterais si je ne faisais pas ce qu'il voulait. Je savais que ce n'était que du vent, mais malgré tout, ça restait inquiétant. J'étais déjà en train de gérer la perte de mon père, et maintenant je devais supporter ces conneries par-dessus le marché. C'en était trop. Après la lecture du testament, je suis retournée à mon hôtel pour reprendre mes esprits. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé, tous les mensonges, la trahison, l'avidité, et j'ai compris une chose, je n'allais plus jamais les laisser me marcher dessus. J'avais passé trop de temps à laisser ma famille contrôler ma vie.
Il était temps que je prenne ma place et que je me protège enfin. Mise à jour 1. Après tout ce chaos autour de l'héritage, je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer. Il m'avait déjà accusé d'être revenu uniquement pour l'argent, et Camille et son mari tentaient de me faire céder ma part en me harcelant. Mais je n'allais pas céder. Je savais que j'avais tous les droits légaux sur ce que mon père m'avait laissé. Et honnêtement, après tout ce qu'il m'avait fait subir, il était hors de question que je lâche quoi que ce soit. Quelques jours après la lecture du testament, j'ai reçu un message de mon avocat. On avait un rendez-vous prévu pour discuter d'autres détails concernant la succession. Franchement, je voulais juste en finir. J'étais épuisée par tout ce cirque, et je voulais régler les choses pour pouvoir retourner à ma vie. Mais quand je suis arrivée au cabinet de l'avocat, il m'a annoncé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Il s'avère que mon père m'avait écrit une lettre avant sa mort. L'avocat me l'a remise en disant que mon père lui avait demandé de me la transmettre au bon moment. Je suis restée un moment là, à fixer l'enveloppe, sans savoir si j'avais vraiment envie de l'ouvrir. J'avais tellement de sentiments contradictoires à son sujet. C'est vrai, il m'avait laissé la plus grande part dans le testament, mais il n'avait jamais vraiment pris ma défense quand tout est parti en vrille avec Camille. J'étais en colère contre lui, mais en même temps, il me manquait. C'est difficile à expliquer. Finalement, j'ai ouvert la lettre. Elle n'était pas longue, juste quelques paragraphes. Mais ce qu'il avait écrit m'a bouleversée. Il s'excusait de ne pas avoir été là pour moi quand j'avais besoin de lui. Il disait qu'il savait qu'il aurait dû en faire plus, mais qu'il s'était senti piégé par la situation avec ma mère et Camille. Il admettait avoir des regrets, surtout concernant la façon dont les choses s'étaient terminées entre nous. En lisant ça, je ne savais pas si je devais pleurer ou me mettre en colère. Une partie de moi ressentait un certain apaisement, mais une autre partie était furieuse qu'il n'ait jamais trouvé le courage de me dire tout ça de son vivant. Après la lecture de la lettre, l'avocat et moi avons passé en revue quelques derniers détails concernant la succession, mais mon esprit était ailleurs. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce qui aurait pu être différent si mon père avait simplement parlé plus tôt, s'il s'était levé pour moi au lieu de rester silencieux. Peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais il était trop tard pour tout ça, et je ne pouvais rien faire pour changer le passé. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, j'ai reçu un appel d'Emma. Elle était vraiment bouleversée, parce qu'apparemment Camille racontait des choses horribles sur moi un peu partout en ville. Elle disait que j'essayais de lui voler l'héritage et que je montais la famille contre elle. Honnêtement, je n'étais pas surprise. Camille a toujours su se faire passer pour la victime, la fille parfaite à qui on fait du tort. Mais ça faisait quand même mal d'apprendre qu'elle répandait autant de mensonges sur moi. En rentrant à l'hôtel, j'ai décidé de faire une pause avec tout ce drame et de passer un peu de temps avec Emma. Je suis allée la chercher et on est sortis dîner ensemble. On a parlé de tout ce qui s'était passé, et j'ai essayé de la rassurer, de lui faire comprendre que rien de tout cela n'était de sa faute. Elle se retrouvait simplement coincée au milieu de tout ça, et ça me brisait le cœur qu'elle ait à subir cette situation. Mais le lendemain, les choses ont empiré encore une fois. Je me suis réveillée avec plein d'appels manqués et de messages provenant de numéros inconnus. Au début, je pensais que c'était du spam, mais en lisant les messages, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Ils étaient remplis de menaces, d'insultes, certains m'accusaient de détruire la famille. Quelqu'un a même écrit qu'on me ferait payer si je ne faisais pas marche arrière. Je n'avais aucune idée de qui était derrière tout ça, mais j'avais comme un pressentiment que le mari de Camille y était pour quelque chose. Il m'avait déjà menacé une fois, et franchement, je ne l'imaginais pas incapable d'aller aussi loin. J'ai tout transféré à mon avocat, au cas où la situation dégénérerait, mais pour être honnête, ça devenait vraiment effrayant. Gérer un conflit familial est une chose, mais recevoir des menaces en est une autre. Cet après-midi-là, en sortant de l'hôtel pour prendre ma voiture, j'ai découvert que quelqu'un avait crevé mes pneus. Les 4. J'étais complètement paniquée. Qui peut faire ça? Je savais que Camille et son mari étaient furieux, mais là, c'était trop. On aurait dit qu'ils étaient prêts à tout pour obtenir ce qu'ils voulaient. J'ai appelé la police et déposé une plainte, même si je ne me faisais pas trop d'illusions. Je ne pensais pas qu'ils retrouveraient le coupable. Mais je n'allais pas me laisser intimider. J'avais déjà assez à gérer, et la dernière chose dont j'avais besoin, c'était de vivre dans la peur chaque fois que je sortais. J'ai parlé avec le personnel de l'hôtel, et ils ont renforcé la sécurité autour du bâtiment, ce qui m'a un peu rassurée. Mais c'était évident que ça n'allait pas s'arrêter là. Quelques jours plus tard,
On avait une autre réunion avec l'avocat pour finaliser certains points de la succession. Camille et son mari étaient présents, et la tension dans la pièce était insupportable. Ils ne m'ont presque pas adressé la parole, mais leur regard suffisait à comprendre ce qu'ils pensaient. À la fin du rendez-vous, le mari de Camille m'a prise à part et m'a dit que je faisais une énorme erreur en ne renonçant pas à ma part. Il m'a prévenu que je le regretterais, que ce n'était pas fini. Je ne lui ai même pas répondu, je me suis contentée de m'éloigner. Je n'allais pas le laisser me faire peur pour que je cède à ses caprices. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas terminé. Camille et son mari n'allaient pas s'arrêter tant qu'ils n'auraient pas obtenu ce qu'ils voulaient. Et je devais me préparer à tout. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé depuis la mort de mon père. Les mensonges, les menaces, le vandalisme, tout ça m'épuisait. Je voulais que ça s'arrête. Je voulais avancer, tourner la page, laisser tout ça derrière moi. Mais je savais que ce ne serait pas possible tant que Camille et son mari seraient encore là. Pourtant, je n'allais pas abandonner. J'avais trop souffert pour les laisser encore une fois m'écraser. Ils pouvaient bien continuer à me menacer, je ne reculerais pas. C'était ma vie, mon héritage, et j'allais me battre pour ce qui me revenait. Et s'ils pensaient pouvoir m'effrayer au point que je me soumette, ils allaient tomber de haut. Mise à jour 2, les choses ne se sont pas calmées après ce dernier rendez-vous chez l'avocat. En fait, c'était même pire. Camille et son mari devenaient de plus en plus désespérés, et honnêtement, j'avais l'impression d'être piégée dans un mauvais film. Les menaces continuaient, les textos haineux de numéros inconnus ne s'arrêtaient jamais, et mentalement, j'étais à bout. Une nuit, environ une semaine après l'histoire des pneus crevés, je rentrais à l'hôtel après un dîner avec Emma. Elle restait avec moi depuis quelques jours, et franchement, c'était un soulagement. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un de mon côté dans tout ce chaos. On traversait le hall de l'hôtel quand j'ai remarqué un homme debout là, qui nous observait. Au début, j'ai cru que c'était un client qui attendait quelqu'un, mais quand on est passé devant lui, il nous a suivis. J'ai essayé de ne pas paniquer, mais toute cette situation me mettait déjà à cran. On est monté dans l'ascenseur, et dès que les portes se sont refermées, j'ai regardé Emma. « Tu as vu cet homme ?» je lui ai demandé. Elle a hoché la tête, l'air aussi inquiète que moi. Oui, il nous fixait. On est arrivé dans notre chambre et j'ai immédiatement appelé la réception pour signaler l'homme. Ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier les caméras et envoyer quelqu'un patrouiller à notre étage. Mais honnêtement, ça ne m'a pas rassurée. Toute cette histoire devenait beaucoup trop oppressante. Je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que le mari de Camille était derrière tout ça. Franchement, qui d'autre aurait pu aller aussi loin juste pour me faire peur ? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque petit bruit me faisait sursauter, persuadée que quelqu'un essayait d'entrer ou pire. C'était comme vivre un cauchemar éveillé. Et la seule chose que j'avais en tête, c'était comment faire pour que tout ça s'arrête. Le lendemain matin, j'ai décidé qu'il était temps d'agir sérieusement. J'ai appelé mon avocat et je lui ai tout raconté, les menaces, l'homme étrange dans le hall de l'hôtel, les pneus crevés. Il était d'accord que la situation devenait hors de contrôle, et il m'a proposé de déposer une demande d'ordonnance restrictive contre le mari de Camille. Ce n'était pas une démarche que j'avais envie de faire, mais à ce stade, je ne voyais pas d'autre option. On a rempli les papiers dès le lendemain, et j'ai essayé de rester discrète en attendant la date d'audience. Bien sûr, Camille et son mari n'ont pas bien réagi à la nouvelle. Les messages ont repris de plus belle, encore plus menaçants qu'avant, me promettant que j'allais le regretter, qu'ils allaient me faire payer pour tout. C'était épuisant, mais j'en avais fini d'avoir peur. Ils pouvaient bien m'envoyer tout ce qu'ils voulaient, je ne comptais pas céder. Quelques jours plus tard, c'était le jour de l'audience. J'y suis allée avec mon avocat. Et évidemment, Camille et son mari étaient là, l'air suffisant, comme s'ils trouvaient ça risible. J'ai évité tout contact visuel, me concentrant sur ce que disait mon avocat, mais je sentais bien leur regard posé sur moi pendant toute l'audience. Quand le juge nous a appelés, le mari de Camille a essayé de faire croire que c'était moi qui causais tous les problèmes. Il a dit que j'exagérais tout, que j'étais simplement amère à cause de l'héritage et que j'essayais de ruiner sa vie. J'en revenais pas. C'était lui qui m'avait menacée, crevé mes pneus, et maintenant, j'étais censée être celle qui créait les ennuis. Heureusement, le juge n'a pas été dupe. Après avoir écouté les deux parties, il a accordé l'ordonnance restrictive. Pour la première fois depuis ce cauchemar, j'ai ressenti un petit soulagement. Au moins,
il y avait désormais quelque chose de légal pour me protéger si la situation empirait. Évidemment, tout ne s'est pas arrangé du jour au lendemain. Les menaces ne se sont pas arrêtées immédiatement, et je vivais toujours avec l'impression de devoir regarder derrière moi. Mais au moins, la loi était de mon côté, et ça m'apportait un peu de paix intérieure. Quelques semaines ont passé, et j'ai commencé à sentir que peut-être les choses se calmaient enfin. Je vivais encore à l'hôtel, mais je cherchais un nouvel appartement, un endroit où je pourrais me sentir en sécurité. Emma était retournée chez elle, elle me manquait, mais on restait en contact tout le temps. Elle aussi devait encore gérer les retombées du drame familial, mais au moins, elle n'était pas autant prise dans le feu que moi. Puis un matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Ce n'était pas une menace cette fois, c'était un lien. J'ai hésité un instant avant de cliquer. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Quelqu'un avait créé tout un site internet juste pour me salir. Je parle de mensonges, de demi-vérités, de pure méchanceté. Il me décrivait comme une fille égoïste et avide, qui déchirait la famille. Il y avait même des photos de moi prises pendant l'enterrement, où on me faisait passer pour froide et sans cœur, à cause des légendes. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était du délire total. J'ai immédiatement appelé mon avocat et lui ai envoyé le lien. Il m'a dit de tout capturer en capture d'écran, ce que j'ai fait. Ensuite, on a lancé les démarches pour faire retirer le site. C'était encore une preuve que Camille et son mari ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas ce qu'ils voulaient. Mais à ce stade, j'étais tellement épuisée que je ne m'en souciais même plus. Je voulais juste que tout ça s'arrête. Ce soir-là, j'ai parlé à Emma. Elle était bouleversée à propos du site, elle voulait m'aider, mais il n'y avait pas grand-chose qu'elle pouvait faire. Je ne voulais pas qu'elle se retrouve encore plus impliquée dans cette histoire qu'elle ne l'était déjà. On a parlé un long moment, et elle m'a raconté que Camille faisait comme si tout allait bien. Comme si elle n'avait rien provoqué. Du Camille tout craché, toujours dans le rôle de la victime. Je me suis couchée cette nuit-là épuisée, mais au moins, j'avais un plan. Le site allait être retiré, l'ordonnance restrictive était en vigueur, et j'avais des gens autour de moi. Je n'étais pas seule, même si parfois j'en avais l'impression. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un email de mon avocat. Le site avait été supprimé. Enfin une bonne nouvelle. C'était une petite victoire dans cette guerre sans fin, mais je prenais tout ce que je pouvais. Je savais que Camille et son mari ne lâcheraient pas l'affaire facilement. Mais au moins, j'avais désormais un peu de contrôle sur la situation. Assise dans ma chambre d'hôtel ce matin-là, en sirotant mon café et en essayant de remettre de l'ordre dans tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé quelque chose, je n'avais plus peur. J'étais en colère, oui, mais cette peur qui m'avait suivie pendant des semaines commençait à disparaître. Je n'allais plus les laisser diriger ma vie. Ils pouvaient bien essayer autant qu'ils voulaient de me faire tomber, je ne reculerai plus. Pas maintenant, pas jamais. Mise à jour 3, on arrive à la dernière ligne droite. Je pensais que peut-être, après la décision du tribunal, les choses allaient enfin se calmer. Mais non. Le drame familial avait d'autres plans. Je savais que Camille et son mari ne lâcheraient pas aussi facilement, mais même moi, je n'aurais jamais imaginé jusqu'où ils seraient prêts à aller cette fois. Tout a commencé environ 2 semaines après l'audience. Je commençais à me sentir un peu plus détendue, comme si je pouvais enfin respirer sans être constamment sur mes gardes. Je pensais même à quitter l'hôtel pour m'installer dans un appartement, quelque chose de plus stable. Mais un matin, quelque chose de bizarre s'est produit. J'ai reçu un colis à l'hôtel. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, ce qui aurait dû être un premier signe que quelque chose clochait. Je l'ai ouvert, et à l'intérieur, il y avait d'un vieux carnet tout abîmé. Au début, je pensais que c'était juste un colis perdu, peut-être une erreur d'expédition. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai tout de suite compris que quelque chose clochait. Le carnet était entièrement rempli de notes manuscrites sur moi. Je parle de pages et de pages de messages griffonnés à la hâte, sur ma vie, ma famille, et même sur le testament de mon père. Certaines pages mentionnaient des dates, des heures, les lieux où j'avais été, avec qui j'étais, même des endroits où j'étais allée avec Emma. Quelqu'un me surveillait, et tout était consigné noir sur blanc. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Qui pouvait bien m'avoir envoyé ça? Était-ce encore une tentative tordue d'intimidation venant du mari de Camille? Je veux dire, ils avaient déjà essayé les menaces, le vandalisme, les appels étranges, mais là, c'était autre chose. C'était personnel.
Comme si quelqu'un m'espionnait réellement, traçait chacun de mes mouvements. J'ai immédiatement appelé mon avocat et lui ai envoyé des photos du carnet. Il était aussi inquiet que moi et m'a dit d'en informer la police. Ce que j'ai fait. Ils ont pris le carnet comme preuve, mais je ne m'attendais pas à des résultats rapides. La police avait bien d'autres affaires sur les bras, et honnêtement, je ne pensais pas qu'ils découvriraient l'auteur de tout ça de sitôt. Après ça, j'ai essayé de garder un profil bas. Je restais dans ma chambre d'hôtel presque tout le temps et ne sortais que quand c'était absolument nécessaire. Emma m'appelait toujours régulièrement, et elle était aussi inquiète que moi. Elle n'avait aucune idée de qui pouvait être derrière ce carnet, mais elle soupçonnait le mari de Camille, tout comme moi. Puis un soir, alors que je retournais dans ma chambre après avoir pris à manger, j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. Cet homme dans le hall, celui qu'on avait vu des semaines plus tôt, était de retour. Il était là, près des ascenseurs, faisant semblant de regarder son téléphone, mais il m'observait. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais j'ai gardé mon calme. Je suis passée devant lui comme si de rien n'était, mais je sentais son regard sur moi. Une fois dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et appelé la sécurité de l'hôtel. Ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier les caméras et envoyer quelqu'un patrouiller à l'étage. Mais honnêtement, je ne me sentais plus du tout en sécurité. J'ai appelé Emma ce soir-là et je lui ai tout raconté. Elle était terrifiée, ce qui m'a rendue encore plus anxieuse. Je détestais qu'elle soit mêlée à tout ça, qu'elle doive subir les conséquences du chaos causé par Camille. Mais je lui ai promis que je ferais attention, et on a convenu de se voir le lendemain pour réfléchir ensemble à la suite. Le jour suivant, j'ai rejoint Emma dans un café du centre-ville, loin de l'hôtel. On est resté là pendant des heures à tout se raconter. Elle m'a parlé de ce qui se passait à la maison, de comment Camille agissait comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas essayé de me traîner devant les tribunaux. C'était révoltant, mais pas surprenant venant d'elle. Puis, Emma m'a annoncé quelque chose pour laquelle je n'étais pas prête. Elle m'a dit que le mari de Camille posait des questions sur moi, essayait de savoir où j'étais logée. Et là, tout s'est éclairé. L'homme de l'hôtel, le carnet, tout. Il me surveillait. Et il préparait probablement quelque chose de pire. J'ai compris que je ne pouvais plus rester à l'hôtel. Ce n'était plus sûr. Et si le mari de Camille avait des gens qui me suivaient, ce n'était qu'une question de temps avant que tout empire. Ce soir-là, j'ai fait mes valises et j'ai quitté l'hôtel. Je n'ai dit à personne où j'allais. Même pas à Emma, au cas où. J'ai réservé une chambre dans un autre hôtel, de l'autre côté de la ville, en espérant les semer. Pendant quelques jours, tout est resté calme. Je n'avais plus de nouvelles de Camille ni de son mari, et les messages et appels étranges semblaient s'être arrêtés. Mais je ne me suis pas détendue pour autant. Je savais qu'il valait mieux rester sur mes gardes. Et puis, sans prévenir, mon avocat m'a appelé avec une nouvelle complètement inattendue. Le mari de Camille avait été arrêté. Apparemment, il avait été surpris en train d'essayer de s'introduire dans mon ancienne chambre d'hôtel. Je ne sais pas ce qu'il comptait faire, mais quoi que ce soit, il s'est fait prendre avant de pouvoir aller jusqu'au bout. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de colère. Soulagement parce qu'il était enfin écarté. Mais colère aussi, parce qu'on avait dû en arriver là. Qui va aussi loin juste pour une histoire d'héritage? C'était de la folie. La police m'a dit qu'il menait l'enquête et qu'il faudrait probablement que je témoigne au tribunal. Mais au moins, je savais que j'étais en sécurité. Du moins, pour le moment. Après ça, les choses ont enfin commencé à se calmer. La police me tenait au courant du dossier, et mon avocat était confiant que le mari de Camille ne pourrait plus rien tenter avec les charges retenues contre lui. Quelques semaines plus tard, j'ai emménagé dans un nouvel appartement, un endroit que Camille et son mari ne connaissaient pas. Je gardais contact avec Emma, bien sûr, mais je m'étais assurée qu'elle ne dise à personne où je vivais. Je ne prenais aucun risque. Cela fait maintenant quelques mois, et même si j'aimerais dire que tout est redevenu normal, je sais que ce ne sera jamais vraiment le cas. Une partie de moi sera toujours sur le qui-vive, toujours à regarder par-dessus mon épaule, en me demandant si Camille ou son mari vont tenter quelque chose à nouveau. Mais pour l'instant, j'essaie simplement d'avancer, de reconstruire ma vie après tout ce qu'ils m'ont fait subir. Quand je repense à tout ça, je n'arrive pas à croire jusqu'où c'est allé. Tout a commencé avec la trahison de Camille et de mon petit ami, et ça a fini en menaces, en procès et en ordonnance judiciaire. Mais malgré tout, j'ai appris quelque chose d'important, je suis plus forte que je ne l'aurais jamais cru.
Et quoi qu'il arrive, plus jamais je ne laisserai qui que ce soit profiter de moi.